Et rebonjour, je dis rebonjour pour moi parce que ça fait 10 secondes me concernant, mais pour vous ça fera 3 4 jours sur YouTube. On continue, toujours pareil, la lecture du manuel du chapitre 2. On s'était arrêté sur un petit tease, c'est-à-dire le début des combats. Donc on va reprendre la lecture à cet endroit-là, c'est-à-dire page 12 du manuel, et je vais continuer à lire et donc à commenter au fur et à mesure un petit peu tous ces éléments. Je m'assure que la technique est bonne, est-ce qu'on a le son, on a tout ça, comme j'ai pas de régie, hein, je fais tout seul. C'est parti, je passe en haut de l'écran et lecture, c'est parti. Sauf s'il est explicitement indiqué le contraire. Les joueurs commencent toujours en premier, de même les joueurs comme les monstres jouent le tour dans l'ordre qu'ils désirent. C'est hyper important maintenant puisqu'il y a un système d'obstacles, il y a un système de je te bloque ton champ de vision, etc. Donc réfléchissez, je le redis à chaque fois, je le redis. À chaque fois que vous devez faire un tour, réfléchissez à qui va faire quoi et dans quel sens. C'est hyper important. Sinon, vous allez vous retrouver avec des mecs à distance qui sont bloqués parce qu'ils ne peuvent plus faire leur capacité parce qu'un pote est devenu un obstacle ou inversement. Mise en place. La mise en place, on va la lire et après je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Est-ce que je l'avais ouvert? Je crois que je suis pas si con que ça, voilà. Donc je vais vous lire cette petite partie là, après je vais vous montrer. Mise en place, un joueur se place sur la case contenant l'icône, hop, la petite étoile avec le petit 1, puis les autres joueurs se placent sur les cases adjacentes à cette même case, donc j'en place un dessus et les autres autour. Parfois il existe plusieurs cases numérotées contenant l'icône, poup. Le scénario vous indiquera s'il s'agit d'un choix effectué par les joueurs ou d'une obligation. S'il s'agit d'un choix, vous séparez-vous comme vous le souhaitez, il arrivera aussi qu'aucune case ne vous soit proposée. Dans ce cas-là, il vous sera indiqué que les joueurs choisissent leur position de départ. Donc en gros, c'est soit il y a une case, vous mettez dessus, soit il y en a deux, et c'est soit au choix, soit on vous dit dans le manuel, les joueurs commencent sur l'emplacement 2, les joueurs commencent sur l'emplacement 1. Par exemple, vous êtes parti à gauche ou à droite, et vous n'arrivez pas au même endroit sur la carte. Et de temps en temps, on vous dit, bah voilà, il y a une embuscade, il y a une connerie, il y a peu importe quelque chose qui arrive, par contre ça gratte l'œil. Et on vous dit, bah placez-vous comme vous voulez. Et donc là, vous vous placez comme vous le souhaitez. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, parce qu'on va en parler un petit peu, mais je vous fais un petit débrief ici là. Concrètement, chacun des combats va se passer comme ça. Vous allez donc avoir votre livret en double page. À droite, systématiquement, le champ de bataille. À gauche, systématiquement, les caractéristiques du champ de bataille. On voit là qu'on retrouve la fameuse petite étoile, hein, qui était d'ailleurs avec un peu de chance, celle qui... Non, pas du tout. La petite étoile ici. Donc ça, concrètement, c'est le premier combat, je crois, que vous allez faire. On voit tout un tas de numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ici jusqu'à 10, donc le premier combat que vous allez faire, il y aura 10 monstres. Il y en a beaucoup, hein, mais c'est parce que c'est des monstres de base. Donc c'est pour ça qu'on vous en met un paquet, vous devriez normalement les dérouiller. Et vous allez voir plusieurs informations. La première, c'est qu'ici, les numéros donc, font une correspondance avec ce qu'il y a ici. Donc vous voyez par exemple le 1 là fait correspondance au zombie qui est un 1 là. Donc vous placez un zombie ici. 2, 3, 4, 5, 6 et là on voit quand on arrive ici c'est marqué 4+, ça veut dire que dès que vous êtes au moins 4 joueurs vous commencez à rajouter un autre zombie, un chien corrompu. Si vous êtes 5 vous rajoutez un lancier squelette, un assassin, et si vous êtes 6 vous rajoutez encore un lancier squelette. Donc voilà, donc en gros vous n'allez pas affronter 10 monstres si vous êtes 2 ou 3, vous allez en avoir beaucoup moins que ça. D'ailleurs, devrait peut-être y avoir un 3+, hein. Ça c'est un exemple bateau, je suis pas sûr que le combat final sera exactement comme ça, je pense que je les ai refait un petit peu cela. On voit d'ailleurs là-haut, là c'est le numéro de l'embranchement, donc quand on vous dira par exemple allez à l'embranchement machin, le combat commence, allez en 37, vous allez tourner les pages jusqu'à temps que vous arriviez en 37. Ici ça vous donne l'embranchement sur lequel vous allez devoir aller quand vous aurez fait la victoire, donc 38. Alors là, bien sûr, les numéros sont pas forcément logiques, hein, mais c'est pour vous montrer la logique. Hein. Donc ça, c'est le numéro de l'embranchement, ça, c'est le numéro une fois que vous avez fait la victoire. Et ça, c'est les événements. Donc par exemple, si vous êtes 2+, donc forcément -2, puisque vous jouez toujours au -2 persos, les événements sont objets perdus et réanimation. Dès que vous êtes 4+, vous commencez à rajouter un soin en plus. À 6, vous rajoutez un enchantement. Et ça, c'est par exemple, c'est les butins. À 2, vous avez une potion de vitalité et une lance. À 3, vous avez un bouclier de renforcé en plus. Hein, c'est toujours en plus. Hein, vous récupérez les lignes du dessus et les nouvelles, bien sûr. Pierre de résurrection, un équipement aléatoire. Donc là, c'est les équipements, vous allez piocher dans la pile des équipements communs. Et ensuite, normalement, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour faire un combat. Après, c'est du déroulé de combat. Mais voilà. Donc vous avez votre mise en place, votre position, la position des monstres. Qu'est-ce que vous allez avoir comme événement à déclencher, qu'est-ce que vous allez avoir comme butin si vous gagnez, et où est-ce que vous allez quand vous avez gagné aussi. Voilà, donc ça c'est en gros la double page classique que vous devriez avoir. Ça c'est un exemple un petit peu bateau, mais voilà, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça.
Mort et résurrection. Dans le chapitre 2, tous les joueurs morts durant un combat reviennent automatiquement à la vie avec un vite à la fin de celui-ci. Néanmoins, vous pouvez utiliser un objet ou une capacité de résurrection si vous souhaitez réanimer un allié par vous-même et ainsi lui octroyer plus de vie. Donc dès que quelqu'un meurt à la fin d'un combat, il revient forcément avec un vite, sauf si vous prenez le temps de le ramener à la vie ou vous voulez utiliser un objet ou quelque chose comme ça pour gratter la vitalité. Par exemple, le barbare est mort. Revenir à un vite, ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'a pas de quoi le soigner. On craque la pierre de raise, malgré que ça soit la fin du combat, pour le remettre avec toute sa vie. Mais sinon, vous ne pouvez pas vous retrouver dans une dynamique où quelqu'un qui est mort ne va pas participer au prochain combat. Il sera peut-être faible, mais il sera là. Quand suis-je adjacent? Une cible est considérée, donc ça c'est un mot-clé, c'est important. Quand suis-je adjacent? Donc une cible est considérée adjacente si elle se trouve sur une case juste à côté de votre case. Donc concrètement, on reprend notre petit... Est-ce que je l'ai fermé? Ouais, je l'ai fermé parce que je suis un peu bête. Scénario probablement. Voilà. Ah bah, j'ai même la version un peu... Voilà. Concrètement, l'étoile ici, bah, les cases adjacentes, c'est toutes celles qui sont autour. Voilà. C'est ça, adjacent. C'est aussi bête que ça, c'est tout ce que ça veut dire. Déroulement d'un tour. Lors de son tour, alors par exemple chapitre 1 adjacent, si vous le voyez, vous le savez, hein, adjacent dans le chapitre 1, mais je vous le remets. Pour les joueurs, c'est côte à côte sur la table de jeu, et pour les monstres, c'est côte à côte sur le champ de bataille. Ça, c'est vraiment pour un petit rappel. Déroulement du tour. Lors de son tour, un monstre ou un joueur peut effectuer un déplacement et son action. Une fois qu'il a effectué ces deux actions, il y a un 2 en trop là, je me le note aussi, ou bien une seule, voire aucune, pardon, si c'est son souhait, son tour se termine. Donc je peux me déplacer, attaquer, me déplacer, ou que me déplacer, ou que attaquer. En gros, c'est à peu près ça. Bon, après, je dis attaquer, les actions, ça peut être bien sûr autre chose, ça peut être utiliser un objet, etc. Mais voilà, une action et un déplacement, en gros. On peut se déplacer puis effectuer son action, ou effectuer son action puis se déplacer. En revanche, il n'est pas possible d'effectuer une partie de son déplacement, puis son action, et enfin terminer son déplacement. Ça, c'est pas possible. Je peux pas faire une de case, je tire une flèche, et une de case de déplacement. Non. Je me déplace, j'attaque, ou j'attaque, je me déplace. Sinon, ça donne un effet, ça a été testé, hein, toujours pareil, hein, ça donne un effet où les joueurs, typiquement à distance, sortaient de leur cachette, tiraient leur flèche, se replanquaient dans leur cachette. J'aime pas la dynamique que ça propose. Je trouve le gameplay que ça déclenche, même si d'un point de vue purement réaliste, pourquoi pas. J'aime pas ce que ça a niveau psychologie chez les joueurs. Ça donne des combats qui sont vite en tranchées. On sait tous que vaut mieux se mettre sur la gueule avec des haches et des boucliers que faire la guerre des tranchées. Et ça se matait avec du gaz. Déplacement, tous les joueurs et les monstres peuvent se déplacer d'une valeur maximale de 4 cases, sauf si à un moment il vous est indiqué le contraire, sinon c'est 4 cases. Notez que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Pour vous déplacer, bougez simplement votre pion de 1 à 4 cases. Donc je vous redis, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer et vous pouvez bien sûr ne faire que 2 cases, que 1 case, que 3, que 4, vous faites ce que vous voulez, mais 4 maximum. Et là vous avez un petit schéma qui vous dit en gros ce que vous pouvez faire. On a été beaucoup moins avare sur les dessins et vous allez en voir à partir de maintenant partout. Il y a des cas partout. Deux entités se retrouvent sur une même case. Il arrivera à la suite d'une capacité telle que télékinésie, d'une résurrection d'un allié ou tout un tas d'autres effets que deux entités alliées ou ennemies se retrouvent sur une même case. Ça, je vous en avais parlé dans la vidéo sur le défaut de l'ordre de Bélial, hein. C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas tous les cas pratiques parce qu'il y en a des tonnes. On vous donne en gros la marche à suivre et après vous l'adaptez quand vous tombez sur un cas particulier. Dans ce cas, le dernier arrivé prend la position sur la case. Celui qui était positionné se déplace sur une case adjacente de son choix. Par exemple, l'illusionniste, elle fait télékinésie, donc il déplace un mec de 2 cases. Elle le met à la place de l'égorgeur. L'égorgeur, du coup, se retrouve d'une case en arrière déplacé. Pareil ici pour un autre cas de résurrection. L'illusionniste piétine le cadavre de l'éclaireur. Elle a le droit puisque un allié décédé n'est pas un obstacle. Le guérisseur ramène l'éclaireur à la vie en utilisant sa capacité de niveau 5. Les deux joueurs ne pouvant se retrouver sur une même case, l'illusionniste se décale à gauche ou à droite. Il y a d'ailleurs, vous voyez le code couleur ici avec les flèches. Ça vous rappelle, en gros, ça vous montre un petit peu ce qui se passe sur le champ de bataille pour vous permettre de le faire un peu dans votre tête en fait. Je le redis ici, donc je l'avais dit à l'oral, je le redis ici. Certaines règles ne vous présentent que les cas les plus courants. Là, en gros, vous avez les 2 cas les plus courants. Vous devrez vous adapter pour résoudre les cas particuliers. Je ne vais pas vous faire la liste des cas particuliers. Il peut y en avoir des tonnes et j'en oublierai en plus. Apprenez à improviser sur certaines règles. Cela fluidifiera votre partie et vous en sortirez grandi. Si jamais, peut-être que la réponse elle est dans le manuel, mais que vous êtes dans un moment de plaisir en fait. Mettez-vous d'accord sur ce qui marche. Si vous avez un truc merde, qu'est-ce qu'il dit dans le manuel? C'est pas grave, ça marche, vas-y, on joue quoi.
fluidifier le jeu plutôt que d'être taqué avec les règles. Les règles, c'est pas important. Les règles, c'est un support ludique. C'est pas si tout le monde est d'accord, tout le monde s'amuse, il n'y a pas de personne qui passe un mauvais moment. N'allez voir les règles que si ça bloque et si vous avez besoin de trancher. C'est hyper important. Pour vous, en fait, pour le côté ludique du jeu. Vous trouverez tout au long du jeu des cas spécifiques dont la liste serait longue et laborieuse. Résolvez simplement ces cas particuliers en vous inspirant des exemples ci-dessous. Je vous le mets là, je vous le mets là, je vous le mets là. Vous ne pourrez pas me dire que je ne vous ai pas prévenu. Il y a des réponses qui ne sont pas dans le manuel. Je sais. Traverser un obstacle. En se déplaçant, il est impossible de traverser un obstacle du décor ou un ennemi. Je ne traverse jamais un ennemi, je ne traverse jamais un obstacle. Un allié vivant n'est pas un obstacle, sauf s'il est lui-même adjacent à un ennemi. C'est-à-dire qu'en gros, je peux traverser mes potes sans problème, sauf s'il est lui-même déjà en train de s'engager avec un autre gars, je ne peux pas le traverser. En gros, c'est je te laisse passer tant que je ne suis pas moi-même en pleine bataille, quoi. Se désengager ou se déplacer à côté d'un ennemi. Si vous êtes adjacent à un ennemi et que vous souhaitez vous déplacer, vous devez effectuer un jet pur supérieur ou égal à la def de cet ennemi. En ça, du coup, les personnages défenseurs et les monstres avec une grosse défense vont avoir un semi-rôle de défenseur, puisqu'il sera plus difficile pour les monstres et en gros leurs ennemis de passer à côté d'eux. Plus j'ai de défense, plus c'est difficile de passer à côté de moi ou de s'extraire de mon emprise, puisqu'il faut faire un jet supérieur ou égal à la def, sachant que c'est un jet pur, il n'y a pas de bonus. Donc par exemple, un chevalier qui finit avec 10 de défense, et ben j'ai qu'une chance sur 2 en tant que monstre de réussir à m'extraire de lui. Donc ça veut dire que dès que vous devez passer à côté d'un ennemi, vous devez faire un jet supérieur ou égal à sa def. Chaque ennemi n'a qu'une chance pour vous arrêter, donc ça veut dire que je suis par exemple collé à un gars, alors vous allez voir, je vais vous faire une petite dynamique, je suis là et je suis collé à un mec, et je veux faire ça par exemple. Hop, donc je veux le contourner, hop, et me mettre ici. Je fais qu'un seul jet de défense, je ne vais pas en faire un à chaque fois que je passe sur une case adjacente. Voilà, ça peut arriver de temps en temps, il y a un arbalétrier qui va me tirer dessus, hop, je me mets dans le dos. J'ai qu'un seul jet de def à faire, et après je peux contourner le mec autant que faire se peut. Même principe, du coup, si jamais vous passez à côté de plusieurs ennemis, vous effectuez un seul jet pour tous les ennemis cumulés en fait. Donc là par exemple, mon chevalier, quand il va passer à côté de l'arbalétrier et du griffeton en même temps, donc il veut aller en 1. Concrètement, il fait un jet supérieur à la défense du baroudeur. S'il échoue, il reste sur place. Si jamais vous échouez un seul de ces jets, votre déplacement s'arrête et vous ne pouvez plus vous déplacer. Vous pouvez faire encore votre action si vous ne l'avez pas faite, mais sinon vous ne pouvez plus vous déplacer. Donc je fais mon jet de def, supérieur au baroudeur, ok je peux avancer d'une case, j'arrive ici. Alors là c'est un truc un peu alambiqué, vous arriverez rarement dans les situations où vous allez balancer 15 jets en général, vous en balancez un, ça suffit largement, c'est rare. Là, si vous arrivez dans cette situation-là, c'est que déjà vous avez commencé à faire de la merde et que stratégiquement vous avez loupé un truc. On vous retrouve en plein milieu. Ensuite, avant de se déplacer en position 2, donc je suis en 1, je vais aller en 2, il doit effectuer un jet supérieur égal à la def cumulée donc du griffeton et de l'arbalétrier, puisque les deux sont passés en même temps. Et bien sûr, si je réussis, je peux me balader jusqu'en position 2 et 3, puisque j'ai déjà fait leur jet de def pour ces mecs-là, donc je peux supposer qu'ils n'ont pas réussi à m'arrêter. Il n'y a pas encore d'attaque d'opportunité, de choses comme ça, peut-être que ça arrivera un jour. En gros, là pour le moment, juste ça vous arrête, ce qui est une punition suffisante, dans le sens où vous pouvez vous retrouver dans des situations craignos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? C'est pas si lourd que ça en a l'air. Là, on vous a mis un casque, je disais, volontairement chiadé. En vrai, ça arrive assez rarement que vous jetiez What milliard de dés. C'est même très souvent que ça se passe relativement bien, que vous en lanciez un, ça suffit. Je remercie aussi Colline pour l'histoire des codes couleurs. Vous voyez le baroudeur en bleu qui est entouré en bleu. Là en jaune, c'est entouré en jaune pour vous rappeler que c'est ces mecs-là, etc. Merci à Colline d'avoir toutes ces petites idées-là. Je continue de lui faire de la pub et je continue de dire si vous avez des trucs à faire par une graphiste, elle fait de tout et elle est vraiment douée. Il peut atteindre la position 3, donc on s'en fout un petit peu. Franchir des éléments. Alors, certains champs de bataille possèdent des zones de franchissement. Vous pouvez en apprendre plus en allant sur la page To Do. Donc ça c'est pareil, c'est quand on va parler, c'est toujours dans les déplacements en fait. Vous avez des endroits où vous pouvez faire des sauts et on en reparlera un petit peu plus bas. Et je rappelle, page To Do parce que je ne l'ai pas encore vu sur cette vidéo. C'est parce que c'est la dernière chose qu'on va faire. On mettrait les numéros de page au dernier moment parce que suffit que ça bouge un tout petit peu et tu as l'air con. Et c'est compliqué de se souvenir que tu as déjà mis le numéro de page et qu'il faut le changer plutôt que se dire au moment où tu boucles, je recherche tous les to-do et je les remplace. Les actions de combat des joueurs. Les actions de combat acquises dans le chapitre 1 ne changent pas dans le chapitre 2. Vous pouvez utiliser un objet, attaquer avec votre arme, utiliser une capacité, tout ça ne change pas. Les règles sont exactement les mêmes. Pas de jet pour les objets. Attaquer avec votre arme, donc une attaque normale, jet de défense, jet d'attaque et utiliser une capacité. Ça dépend si elle est marqué au prix d'une attaque normale ou au prix d'un jet supérieur, blablabla. Tout ça vous le connaissez. Je repars pas là-dessus. En revanche, si votre attaque est au corps à corps, c'est-à-dire que vous n'avez pas le petit arc, vous devez être adjacent. Donc ça veut dire que le mec doit être exactement
à côté de vous sur le champ de bataille, sur une case adjacente. Et à distance, votre attaque a une portée de 6 cases. Vous devez avoir une vision dégagée sur votre cible pour effectuer votre action à distance. Cela signifie qu'aucun obstacle ne doit bloquer votre champ de vision. Et que pour rappel, un allié adjacent à un ennemi est un obstacle, sauf s'il est indiqué le contraire. Toutes les actions ciblant vos alliés sont considérées à distance. Donc il y a plusieurs choses ici. La première, c'est que tout ce qui cible un allié est à distance. Donc les soins, la résurrection, les objets de pierre de res, des choses comme ça, tout ce qui cible un allié est à distance. Les buffs, les machins, je m'en fous. Sauf s'il y a marqué adjacent, c'est-à-dire qu'on vous met explicitement le contraire, comme c'est le cas pour le paladin, et son soin, c'est à distance. Ensuite, si vous voulez attaquer un mec à distance, aucun obstacle ne doit bloquer votre champ de vision. Je rappelle qu'un allié qui n'est pas au contact avec un ennemi n'est pas un obstacle. En gros, c'est est-ce que je suis un obstacle? Oui ou non? Si je suis un obstacle, c'est mort. Ok. Si vous passez, donc ensuite, si le doute subsiste, il y aura possibilité d'attaquer à distance, puisqu'il y aura des moments où il y aura des débats entre vous. On a mis un jeton linéaire appelé la règle de la mauvaise foi. La règle, pensez réglette, plus que règle, qui vous permet de trancher, placer le jeton au centre de votre case et orientez-le de manière à cibler le centre de la case de votre cible. Si le trait central ne traverse aucune case occupée, votre attaque est possible. Donc si vous avez le doute, en gros, on vous a mis un truc avec un trait au milieu et vous allez vite voir si ça croise quelque chose ou pas. Donc là, par exemple, vous pouviez avoir un doute, est-ce que ça passe au travers du rocher, peu importe, voilà. Alors là, en l'occurrence, on est un petit peu méchant parce qu'ils ne sont pas bien positionnés, les personnages. Mais bref, vous comprenez le principe, effectivement. Il ne faut pas que ce trait noir là passe sur quoi que ce soit qui soit un obstacle. Attention, certaines armes ou certains monstres possèdent des augmentations de portée, comme la lance des illuminés qui a portée plus 1, donc c'est une arme corps à corps mais qui a 2 de portée, ou le Losona qui est un monstre aussi, la rune de précision qui permet aussi d'augmenter la portée des attaques à distance. Exemple d'attaque à distance. Là par exemple vous avez tous les traits verts où ça marche, tous les traits rouges ça ne marche pas. Donc le trait rouge ici ne marche pas clairement parce qu'il y a le mage rouge. Le grifton ne marche pas parce qu'il y a le baroudeur et même on peut considérer qu'on gratte un petit peu le caillou, là l'espèce de rond du caillou. Et bien sûr le baroudeur ça marche. Au corps à corps je peux utiliser mes attaques à distance sans aucun problème. On va pas se prendre la tête avec les attaques d'opportunité, les machins sous prétexte que je fais de la magie au cac. On verra ça peut-être un jour mais j'en doute. Et vous voyez que l'arbalétrier, si ça marche, c'est important parce que je ne traverse pas les autres mecs, je longe leur case. C'est vraiment traverser. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis spécifiquement ce cas-là, que vous puissiez le voir. Le pyromancien fait une attaque de zone, pareil, les attaques de zone qui dit à moins de 3 cases autour de vous, une espèce d'explosion. Les obstacles protègent les gens, donc par exemple si je suis protégé derrière un caillou, et ben, je ne prends pas les dégâts. Pareil ici, le mage rouge fait obstacle pour l'arbalétrier, donc l'arbalétrier ne prend pas les dégâts. Et la règle de la mauvaise foi n'a jamais tort, les attaques à distance n'ont pas de portée minimale, je peux très bien l'utiliser sur un mec au corps à corps sans aucun problème. Un nouveau mot-clé, donc 2 nouvelles capacités font leur apparition et commencent par la mention à tout moment. Donc ça c'est un nouveau truc que vous n'avez pas dans le chapitre 1 si je dis pas de bêtises. Ce mot-clé signifie que la capacité peut être utilisée à n'importe quel moment, donc à tout moment, même si ce n'est pas le tour du joueur. De même, si le joueur joue cette capacité à son tour, cela n'utilise pas son action. Donc en fait, elle a un peu l'effet d'un sans perdre son tour. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez à votre tour, mais vous pouvez surtout le faire à n'importe quel moment du jeu. Les essences de corruption, en plus des capacités de niveau 1 et 7, ces nouvelles actions apparaissent dans le chapitre 2. Donc les essences de corruption, je vous en ai longuement parlé, ces fameux objets que vous placez sur un emplacement d'objet qui vous donnent une capacité en plus. Dans le chapitre 2, les joueurs obtiennent tous un catalyseur de corruption, donc on vous en donne un dès le début du jeu. Lorsque vous vous en équipez, choisissez l'essence de corruption que vous souhaitez, donc c'est une pile de cartes avec des capacités, vous n'avez pas de prérequis, rien, juste vous le prenez. Votre corruption augmente à chaque utilisation du montant indiqué sur la carte. Comme pour une capacité, vous devez d'abord vous acquitter du coût. Cela signifie que vous montez votre corruption avant d'effectuer le jet. Donc par exemple, là, si je veux soigner, utiliser la guérison impure, j'équipe mon catalyseur de corruption. Concrètement, c'est ça, sur mon personnage. Ok, au moment où je l'équipe, je choisis une essence de corruption, donc une nouvelle capacité. Il y en a, je sais plus, une dizaine, quelque chose comme ça, qui sont toutes uniques, et je prends guérison impure, par exemple, donc qui permet de se soigner soi-même. Donc vous pouvez avoir un chevalier qui peut se soigner, un barbare qui peut se soigner, par contre il va se corrompre à chaque fois qu'il le fait. Et donc il veut l'utiliser un moment. Au lieu d'utiliser sa capacité d'attaquer avec son arme ou quoi que ce soit, il dit j'utilise mon essence de corruption, ça se comporte exactement de la même manière qu'une capacité, ça prend votre action, etc. Et je dis au prix d'un jet supérieur ou égal à son niveau de corruption. Donc la première chose que je fais, c'est que je me mets 3 en corruption,
Je balance mon dé. Est-ce que ça fait plus que ma corruption actuelle? Oui, c'est good, je me soigne de 4. Sinon, je fais péter la corruption. Et ça, c'est un truc qu'on verra après. Je vous en reparlerai, mais j'en ai déjà pas mal parlé. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous pouvez, ça c'est important, c'est pareil pour la concentration et 2-3 autres conneries. Si vous trouvez que ça fait trop, notamment pour des joueurs qui seraient un petit peu plus novices et qui ont déjà pas mal de choses à s'occuper, ce qui se passe quand même pas mal de choses, libre à vous de ne pas prendre les capacités niveau 1, libre à vous de ne pas prendre les catalyseurs de corruption tout de suite et de les laisser pour un plaisir ultérieur si vous voyez que ça fait un petit peu trop pour des joueurs qui sont un petit peu plus novice. Ça ne changera pas le goût dans la soupe. Si vous l'avez, ça vous donne plus de manières de jouer. Nous, on a réussi à faire les combats et à faire les scénarios sans les utiliser. C'est un outil en plus, ce n'est pas une obligation. Le jeu n'est pas équilibré en vous disant si vous n'utilisez pas les catalyseurs de corruption, vous n'y arriverez jamais. Voilà. Donc n'hésitez pas, si ça fait beaucoup, à passer à côté. Vous pouvez maintenant, en portant, changer d'équipement ou d'objet. Un joueur peut placer sur sa fiche des équipements ou des objets non portés par un autre joueur. Vous pouvez équiper autant d'équipements ou d'objets que vous le souhaitez en une action. Hors combat, comme pour les capacités, vous pouvez effectuer cette action autant de fois que vous le souhaitez. Bien sûr, hors combat, vous le savez déjà, on peut s'équiper comme on veut. Par contre, maintenant, vous pouvez utiliser une action en combat pour vous équiper d'un objet. Typiquement, on l'a vu sur la partie 1, les objets consommables, s'ils sont plus portés, vous pouvez les mettre dans un sac sans fond. J'ai utilisé ma bombe, j'ai utilisé ma potion, j'ai rien à faire ce tour-ci, bah bougez pas les gars, j'utilise mon action pour aller récupérer une pierre de résurrection qu'on avait mis de côté, un couteau empoisonné, et je les replace sur ma fiche de personnage. Vous avez le droit de faire ça maintenant. Pareil, si vous avez un bouclier qui est détruit, et que vous en avez en rab, et bien votre bouclier est détruit, pareil, vous utilisez une action pour récupérer un nouveau bouclier. C'est une espèce de je m'équipe en plein combat quoi. Et bien sûr vous pouvez prendre, là c'est ce qu'on a mis, hein, rien ne vous empêche de changer de bouclier et en même temps de récupérer une potion de vitalité, hein. C'est pas forcément que les objets ou que les équipements, vous pouvez faire un mix de ce que vous voulez. Récupération d'endurance. Lorsqu'un joueur achève un monstre intermédiaire ou puissant, l'équipe se voit octroyer une génération d'endurance. L'endurance est récupérée dès la mort du monstre et peut être répartie comme vous le souhaitez entre les joueurs. Donc ça c'est un compromis qu'on a trouvé pour vous permettre à vous de vous amuser et d'utiliser vos capacités. Parce que sinon vous êtes vite à sec en endurance, c'est pas drôle. L'important avec les héros c'est de jouer leurs capacités, c'est ça qui est fun. Donc dès que vous tuez un monstre intermédiaire, il y en a un d'entre vous qui récupère 1 d'endurance. Dès que vous tuez un monstre puissant, il y en a un d'entre vous qui récupère 2 d'endurance. Si vous les tuez, genre pyromancien fait sa grosse mandale, il en tue 3 d'un coup, va récupérer 3 d'endurance. Et vous les répartissez comme vous voulez, c'est pas celui qui tue qui récupère l'endurance, vous les mettez où vous voulez. Les monstres de base et les boss ne rendent pas d'endurance, ça c'est pas cadeau, faut pas déconner non plus. Un chapitre 2 sans cristaux. Dans le chapitre 2, vous n'aurez pas besoin de vous soucier des cristaux pour vos achats. Gagnez uniquement un cristal par ennemi vaincu si vous utilisez un héros en ayant besoin de cette ressource comme le brigand. Il y en aura peut-être d'autres, mais voilà. En gros, vous en foutez un peu des cristaux, c'est une ressource qui n'a pas d'intérêt à proprement parler. Pour vous, c'est juste pour le brigand et les choses comme ça, si vous voulez continuer de faire des achats spécifiques, mais c'est vraiment le perso qui tourne comme ça, quoi. Les butins. Chaque combat dans le chapitre 2 peut vous offrir des butins fixes ainsi qu'un certain nombre de butins piochés aléatoirement. Ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on a vu ça au tout début. Donc en gros, vous êtes 2 joueurs, vous gagnez ça. Vous êtes 3 joueurs, vous gagnez tout ça. Vous êtes 4 joueurs ou plus, vous gagnez tout ça. Vous êtes 5 joueurs ou plus, vous gagnez tout ça, etc., etc. Ça marche pareil pour les événements, on va sauter un petit peu tout ça. C'est simplement pour vous expliquer cette dynamique-là. Et bien sûr, je le redis, par contre, les équipements aléatoires et les objets aléatoires sont piochés. Alors les équipements dans la pioche des équipements communs. Et les objets aléatoires, vous ne pouvez pas avoir ceux qui sont commercialisés en un seul exemplaire, mais normalement ils sont déjà retirés de la pile. Donc la musette enchantée, le kit de réparation, voilà, les trucs uniques, ça dégage. Les événements, même principe, hein, je ne vous fais pas l'affront de vous le redire, hein, vous êtes 2, vous avez ça, 3, vous avez ça, 4, vous avez ça, etc., etc. Sans MDD, les événements fonctionnent exactement de la même manière, c'est-à-dire que je prends ces événements-là, je les mélange, je fais une pile et dès que quelqu'un fait 5 ou moins, voilà, ça part dans sa gueule. À une seule petite différence près, que vous pouvez aussi utiliser dans le chapitre 1, vous allez avoir des événements conditionnels. Okay, par exemple, échec critique qui dit, au moment où un joueur fait un échec critique, c'est un allié qui prend la mandale. L'allié le plus proche, quelque chose comme ça. Ça marche pas si vous lancez votre dé par exemple, vous attaquez, vous faites 4, donc vous déclenchez un événement et vous déclenchez échec critique. Merde, j'ai pas fait 1, j'ai fait 4, ça marche pas. Ou alors un peu plus tendancieux, alchimiste véreux qui dit que dès que vous buvez une potion, au lieu de boire la potion, vous subissez poison 1. Voilà, donc vous êtes empoisonné par cette saloperie, donc c'est très fort.
mais vous étiez en train d'attaquer, vous n'étiez pas en train de boire une potion. Donc vous prenez l'événement et vous le mettez face visible sur le champ de bataille quelque part, et dès que quelqu'un fait l'action, donc fait un échec critique, ou par exemple doit boire une potion et boit une potion, ou vous êtes obligé de le trigger à un moment, il y a bien un moment où vous allez devoir boire un truc, ou alors ça va vous empêcher de boire des trucs jusqu'à la fin du combat, ce qui me va tout autant. Dès que quelqu'un déclenche ce truc, vous faites l'effet dans la tronche. Donc le prochain échec critique, vous savez que c'est une punition, la prochaine potion, vous savez que c'est une punition. Libre à vous de mettre ça en place dans le chapitre 1 aussi, de vous en servir. Et pourquoi pas de le faire aussi avec le contrôle de la corruption, ou avec tous ces effets qu'on avait retirés du jeu. Vous pouvez très bien les réintégrer et dire ok, mais on va les garder en conditionnel jusqu'à temps qu'on arrive à un stade où la condition se déclenche automatiquement. Sinon ça va vous obliger vous à jouer au tour, et pourquoi pas, ou alors vous allez obligé de le déclencher à un moment ou à un autre. C'est ce que je vous explique ici. Comportement des monstres sans MDD. Donc on va arriver sur la grosse partie, le comportement des monstres quand il n'y a pas de maître du jeu. Lorsque vous jouez sans MDD, les monstres, est-ce que je me mettrais pas un petit peu d'eau? Les monstres possèdent des règles qui vous permettront d'automatiser leur comportement. Ce comportement est indiqué par un pictogramme situé sur le jeton, donc c'est le jeton qui détermine le comportement du monstre et non la carte, puisqu'on avait des cartes déjà imprimées dans le chapitre 1 et qu'on ne peut pas à rebours remettre des comportements dessus. De plus, contrairement au chapitre 1, vous devrez à présent lancer les dés pour les attaques et les défenses des monstres. Vous n'allez plus pouvoir automatiser en faisant 5, 7, 9, 11. Vous lancez les dés pour les monstres systématiquement parce que sinon c'est chelou. Bien souvent, l'ordre dans lequel vous jouez les monstres n'importe pas. Si des monstres venaient à se gêner, notamment pour les attaques à distance, jouez leur tour de manière à ce que chacun puisse effectuer son action. Ça, je peux pas vraiment vous dire, voilà ce qu'il faut faire si vous avez un griffeton, un arbalétrier, un machin, parce que vous avez tellement de cas particuliers qui vont arriver, que c'est à vous de vous dire aussi, je peux faire jouer par exemple le griffeton, il va attaquer le chevalier, mais s'il fait ça, l'arbalétrier pourra rien faire. Faites jouer l'arbalétrier d'abord, et faites jouer le griffeton. Ou alors vous êtes un peu plus tendancieux, si vous remarquez ça à rebours, vous avez joué le chevalier, c'est trop tard, vous dites merde, lui il est bloqué, et bah faites-le comme si vous l'aviez fait dans le sens, essayez de vous pourrir la tronche quand même quand vous jouez sans MDD, parce que les monstres sont forcément un peu moins vils, ils vont beaucoup plus en ligne droite quand vous jouez sans MDD, donc vous allez avoir beaucoup plus de marge de manœuvre à niveau difficulté. Donc essayez quand même de vous mettre un petit peu de challenge et donc de les jouer intelligemment. Mais les bases de l'automatisation. D'une manière générale, à l'instar du chapitre 1, si plusieurs joueurs sont attaquables, le monstre choisira aléatoirement. Lancer un dé pour déterminer sa cible, cela inclut aussi le mage impur par exemple. Le mage impur qui peut soit ramener un allié à la vie, soit attaquer, il peut choisir son action aléatoirement. Ça marchait avec le dévoreur d'âme par exemple. Il pouvait attaquer ou enlever de l'endurance, vous pouviez faire aléatoire. 1, 2, 3, une attaque, 4, 5, 6, c'est un piquage d'endurance, je lance mon dé à 6 faces et je viens voir ce qui se passe, pareil ici. Si vous avez un doute, c'est du random, c'est de l'aléatoire. Si aucune cible... Alors pourquoi je fais ça? Parce que si je vous dis, ok, c'est celui qui a le moins de points de vie, vous allez me dire, ouais mais merde, on a tous les deux 6 points de vie, on fait quoi? Ok, alors du coup c'est celui qui a le même def. Oui mais on a le même def, alors du coup c'est quoi? Ok, alors c'est celui qui a le moins de réduction de dégâts. Ok, mais on a la même réduction de dégâts, on fait quoi? Et là je vous fais un tableau à rallonge et c'est pas agréable. Il y a un choix aléatoire, vous lancez un dé, ça va vite. L'idée c'est de fluidifier quand même le jeu. Si aucune cible n'est à portée du monstre, il utilise son déplacement pour essayer d'en trouver. Donc bien sûr, en gros, si je suis collé à un mec, je peux en attaquer deux. J'attaque lequel? Je fais de l'aléatoire. Ok. Si je suis collé à rien, mais j'ai deux mecs que je peux atteindre, pareil, je lance mon dé pour savoir lequel je vais atteindre avant d'y aller. Là, par exemple, le baroudeur peut attaquer le chevalier, et le magicien. Deux cibles sont possibles pour le baroudeur. Il détermine sa cible avant son déplacement, puis joue son tour. Par exemple, pair le chevalier, impair le magicien, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe, tout fonctionne. Ensuite, on va voir quelques types de monstres différents. Donc, on a les monstres attaquant en distance. Typiquement, vous connaissez l'archi-squelette. Ces monstres possédant l'icône d'arc jaune sur leur jeton. Possèdent l'icône d'arc sur leur jeton. Le comportement de ces monstres est le suivant. Si un joueur est à portée avant son déplacement, il le poucrave et il se barre. Si jamais personne n'est à portée, il se rapproche et il le poucrave. C'est aussi simple que ça. Et si jamais, même en se rapprochant, personne n'est à portée, je choisis une cible aléatoirement. Voilà. Il y a toujours des cas qui vont arriver, qui vont être un peu chelous. La plupart du temps, il y aura un mec à portée, parce que ça fait déjà 10 cases, 4 cases de déplacement plus 6 cases de portée. Normalement, ça tambourine au moins un mec, sinon il se dirige dans la direction soit d'un mec, soit la direction globale des héros, puisque la plupart du temps, vous n'allez pas être éparpillé comme pas permis. Donc notez bien par contre que la mention ignore le défenseur n'a plus d'effet dans le chapitre 2. C'est une notion du chapitre 1, mais il n'y a plus de défenseur ici.
Notamment, par exemple, l'archer-squelette est un distance, il ignore le défenseur dans le chapitre 1. Par contre, la nuée de rat est un est un sournois, pardon, c'est pas un distance. Les monstres agressifs, donc eux c'est un peu les débiles, ces monstres possèdent l'icône de croc rouge sur leur jeton, les monstres ayant ce comportement frappent au corps à corps et ne se désengagent jamais. Donc eux ils vont se coller à quelqu'un et ils le tapent jusqu'à temps qu'il soit mort ou que l'autre soit mort. C'est soit il tue le joueur, soit il meurt et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Si le monstre est adjacent à un ou plusieurs joueurs, il ne cherchera pas à s'éloigner, il attaquera les joueurs adjacents jusqu'à ce qu'il soit mort ou qu'il périsse lui-même. Voilà, en gros, il va rester là le baroudeur, là, typiquement, jusqu'à temps que les deux soient morts ou que lui soit mort. Les sournois, eux, ça va être une horreur à jouer et on a même un boss qui est sournois, donc bon courage. Ces monstres possèdent l'icône de l'ouvert sur leur jeton. Les monstres ayant ce comportement attaquent au corps à corps. Donc les rats, les araignées, vous allez avoir les gorgeurs, le sylvum, contrôler, vous allez avoir pas mal de trucs dans le chapitre 2 et vous en avez 2-3 dans le chapitre 1. Ils ont pour particularité de pouvoir passer à côté des joueurs sans jamais effectuer de jet. Donc eux, ils peuvent se balader tout le temps, partout, comme ils veulent, sans jamais problème, il n'y a pas de jet de défense, ils sont inarrêtables. De fait, ils peuvent changer de cible à chaque tour et considérer toutes les cibles atteignables dans le tour comme attaquables. Donc je suis un Sylvum, là par exemple, il est au contact avec le chevalier, mais comme il est sournois et pas agressif, il peut décider, donc début de son tour, pour lui l'érudit est autant attaquable que le chevalier, puisqu'il peut se déplacer sans aucune contradiction. Donc je lance mon dé, 1, 2, 3, c'est le chevalier, 4, 5, 6, c'est l'érudit, pair, impair, peu importe, mais voilà. Et donc du coup, faites gaffe, ils sont dangereux. Les monstres défenseurs. Ces monstres possèdent l'icône de bouclier sur leur jeton. Les monstres ayant ce comportement attaquent au corps à corps, ils ont pour particularité de vouloir protéger leurs alliés. Cela signifie qu'ils cherchent à se déplacer en s'assurant de bloquer la ligne de vue vers leurs alliés postés en arrière. Une fois adjacent à un joueur, ils passent en comportement agressif tout en essayant de protéger leurs alliés. Alors eux, c'est un comportement un peu bâtard, et je peux pas vraiment vous automatiser ça en vous disant ça se passe exactement comme ça, puisque c'est pareil, ça m'obligera à les rendre débiles quasi agressifs, et c'est ce qui était le cas au début, mais c'est un peu bête pour ces personnages-là de ne pas les chercher plus. Par exemple, le Griffeton, là, il est au contact avec le chevalier, donc il passe en comportement agressif. Par contre, on voit très bien que s'il se déplace d'une case, eh bien, il peut protéger l'arbalétrier de l'érudit, donc il va le faire. Voilà. Si vous voyez qu'en gros le défenseur peut se déplacer de manière à s'assurer qu'il y a un coup qui ne parte pas facilement ou qui vous oblige vous à vous déplacer, et essayez de le mettre en gros tout le temps entre vous et un de ses alliés, au maximum. Il va essayer toujours d'avoir ce comportement-là. Sinon, vous le jouez un peu en mode agressif, s'il n'y a rien de mieux à faire, bah, il tape et puis c'est à peu près tout, et du coup il revient sur le comportement plus ou moins débile qui est ici. Avec ces 3-4 comportements-là, on arrive à faire des combats qui sont assez intéressants, qui sont pas si faciles que ça, même en automatisation. Et les joueurs, et il nous arrive quand même de se dire on va essayer d'être un peu plus méchant avec nous-mêmes et de complexifier le jeu, et des fois du coup même si je suis du côté des joueurs, je joue un peu plus intelligemment les monstres que ce qu'ils le sont s'ils étaient purement automatisés, donc si on suivait purement les règles qui sont ici. À vous de voir le challenge que vous voulez vous mettre en place en fait. Les nouveaux effets. Donc là on attaque tous les effets négatifs. Comme le poison dans le chapitre 1, si un monstre ajoute des effets négatifs à son attaque, vous subissez les effets négatifs dès lors que vous ratez votre jet de def. Donc pareil, hein, l'araignée du chapitre 1, même si vous réussissez, vous encaissez l'intégralité des dégâts, donc vous avez une réduction de dégâts qui est supérieure à ces dégâts purs, ça ne vous empêche pas de subir le poison. Donc voilà, en fait, dès que je loupe mon jet de def, je prends l'effet négatif, quoi qu'il arrive, réduction de dégâts ou pas. Les effets infligeant les dégâts, donc on part sur les quelques effets qui infligent les dégâts, il y en a 2, je crois, ouais, la brûlure et l'hémorragie. Alors la brûlure, c'est quoi ? Elle peut être stoppée en passant son tour, cette décision doit être prise au début du tour et de celui ou celle qui brûle. Si vous décidez de vous débarrasser de la brûlure, vous ne subissez pas ces dégâts. Donc je brûle à 3, ça fait beaucoup de dégâts, je peux passer mon tour et je ne prends même pas les 3. C'est vraiment avant que la brûlure fasse effet. L'hémorragie. Alors les monstres sont MDD d'ailleurs sur la brûlure. Si un monstre ne peut attaquer sa cible ce tour-ci ou que la brûlure le tue, il passe son tour. Donc en gros ils vont pas s'envoyer au casse-pipe et mourir bêtement. Si ça doit le tuer, il passe son tour. S'il a rien d'autre à faire, il passe son tour bien sûr. Il ne va pas aller se suicider. Hémorragie. L'hémorragie se comporte exactement comme le poison, si ce n'est qu'elle augmente de 1 dès lors que l'on subit des dégâts provenant d'une attaque normale. Donc, ça marche dans les deux sens. Hein. Si vous mettez hémorragie sur un monstre et qu'après vous l'attaquez avec votre arme ou avec des capacités où il est marqué au prix d'une attaque normale, l'hémorragie augmente. Même principe pour vous.
par exemple, l'expérience, non, ou le golem de Silex, je crois, fait hémorragie 1. C'est une attaque normale. Donc, il vous attaque une fois, il vous touche, il vous met hémorragie 1. Il vous attaque une deuxième fois, il vous met hémorragie 1 parce qu'il l'a sur son attaque, et vous avez subi une attaque normale, si vous reprenez le coup, bien sûr, et vous avez donc hémorragie 3. Donc, ça monte très vite, et ça ne s'arrête que avec des objets ou avec des capacités qui l'arrêtent. Sinon, ça fait très mal, mais ça marche aussi, bien sûr, sur les boss. Hein. Vous pouvez avoir, il n'y a pas beaucoup de choses qui mettent l'hémorragie, mais il y en a. Vous pouvez avoir une stratégie hémorragie sur les boss, ça marche très bien. À son tour, le chevalier utilisant le fléau d'armes inflige hémorragie 1 à un griffeton. Le magicien utilisant son arme touche le griffeton, l'hémorragie de ce dernier passe à 2, le griffeton subira donc 2 points de dégâts au début de son tour. Les autres effets négatifs, l'affaiblissement qui réduit temporairement le maximum d'endurance du joueur. Donc par exemple j'ai 6 d'endurance, je subis affaiblissement 2, je vois mon endurance maximum tomber à 4. Si je guéris l'affaiblissement, je ne récupère pas l'endurance perdue. Et l'affaiblissement reste entre les combats et n'est donc guéri que par un objet ou un retour en zone de repos. Usure. Cet effet montre l'usure que vous subissez les équipements défensifs durant les combats. Donc en gros, ça va vous abîmer votre matos. L'usure va monter sur votre bouclier d'abord, puis votre armure si vous n'en avez pas ou plus. Dès que vous avez autant d'usure que la valeur en cristal de votre objet, l'objet est cassé. Même principe que quand vous avez subi brisure dans le chapitre 1, donc l'événement brisure. Et si jamais vous deviez par exemple subir usure 2 et que 1 suffit à casser votre bouclier, et bien le 1 excédentaire arrive sur votre armure, c'est jamais sympa. Écho à ce que j'avais dit dans la partie 1, pour réparer c'est de l'endurance, maintenant c'est plus des cristaux, donc vous pouvez réparer en payant en endurance à la zone de repos ou avec un kit de réparation un petit peu quand vous voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On attaque avec la corruption. Alors, la corruption. Vous avez ce beau déjà, donc là bien sûr qui sera découpé chez vous, hein, donc il y aura des trous à ce niveau-là, là où il y a les machins. Et donc le fameux cube violet et le fameux cube jaune dont je vous parlais, partie 2. La corruption représente l'effet de la corruption des saints martyrs sur les joueurs. Pareil à une maladie transmissible, celle-ci les ronge à l'intérieur. La corruption est infligée par certains monstres. Elle peut aussi être auto-infligée en utilisant les essences de corruption. Vous pouvez volontairement monter votre corruption en utilisant les essences. Pendant son tour, lorsqu'un joueur effectue un jet d'attaque ou de capacité, si la valeur de son dé est strictement inférieure à son niveau de corruption, la corruption disparaît du héros. Donc par exemple, j'ai corruption 10 et je lance un jet et je fais 7. Je descends à 0 de corruption, donc ça va, c'est cool, ça fait plaisir. Mais il inflige alors corruption 2 et 2 points de dégâts, ignorant la réduction aux dégâts à tous les joueurs à moins de 4 cases adjacents dans le chapitre 1. Comme pour les attaques classiques, les obstacles vous protègent de la transmission de la corruption. C'est une espèce d'explosion à moins de 4 cases. Et donc, en gros, votre corruption descend à 0, mais tout le monde prend des dégâts et tout le monde est corrompu. Donc ensuite, eux vont finir par la faire péter sur un jet pourri, donc ils vont vous la refiler, et après, c'est Bagdad en gros. La corruption ne disparaît pas à la mort du héros, ni à la fin du combat, ni dans la zone de repos. Seuls des effets comme la graine purificatrice permettent de s'en débarrasser. Ça ne part jamais. C'est forcément un objet qui vous le fait sauter. Ou alors si on vous le met strictement écrit dans l'embranchement, dans le scénario, on vous dit vous n'avez plus de corruption, profitez. La concentration, ne pas subir sa malchance. La concentration représente la capacité d'un joueur à rester calme sur le champ de bataille en combat. Lorsqu'un joueur échoue un jet, quel qu'il soit, il gagne concentration 1. Chaque fois que vous loupez concentration, poup, ça monte de 1. Chaque joueur ne peut avoir plus de concentration 3, c'est pour ça qu'il y a un petit trait ici. Sauf s'il possède un équipement lui permettant de le dépasser son maximum, la concentration disparaît à la fin du combat. À tout moment, un joueur peut se retirer de la concentration afin d'obtenir un bonus sur son prochain jet. Il obtient plus 4 pour chaque point de concentration retiré. Il est possible de retirer plusieurs jetons de concentration pour un même jet, donc je peux m'enlever 2 et faire plus 8. Vous devez l'annoncer avant d'effectuer le jet. La concentration vous aidera à réussir plus souvent vos jets. Donc plus j'ai la poisse, plus j'ai de maîtrise sur ma poisse. En gros, c'est un peu ça, pour ça que j'ai marqué ici. Oh, toi joueur à la malchance légendaire, que la concentration devienne ton salut et la corruption ton terrain de jeu. Si vous avez tout le temps la poisse, vous serez souvent concentré. Si vous êtes souvent concentré, ça devrait bien se passer. Vous ne pouvez vous en servir pour augmenter les dégâts lorsqu'ils sont déterminés par le résultat du jet, comme la capacité effectivement du niveau 5 du seller, ou je sais pas, le barbare, ce genre de truc là, voilà.
Vous pouvez pas dire je vais lancer 4d6 pour la capacité niveau 5 du Sailor et je vais faire de la concentration pour faire plus. Non, c'est simplement pour réussir vos jets. Vous pouvez vous abstenir d'utiliser la concentration si vous souhaitez une expérience de jeu moins complexe. Pareil que les essences de corruption, vous avez peur de l'oublier, vous n'y pensez pas, la concentration, c'est un petit peu trop, mettez-la de côté. Vous allez subir votre poisse, hein, c'est pas cool, mais voilà. Mais ça fait moins de choses à penser, ça ne changera pas le goût dans la soupe. Vous inquiétez pas. Les spécificités des champs de bataille. On va attaquer donc tout ce qui est champ de bataille, les franchissements, les sauts, les glissades et autres pirouettes possibles sur le champ de bataille. Alors la première chose c'est, je contiens le jeu 34 champs de bataille, ceux-ci contiennent des spécificités, on va tous les aborder, hein, les icônes, les machins. Reconstitution d'un champ de bataille, déjà vous avez donc 4 tuiles par exemple ici, et donc vous avez les numéros qui sont sur chaque coin, donc vous cherchez toutes les tuiles numérotées 28, et après c'est un puzzle à 4 cases hein, que vous ne devriez pas avoir trop de mal à reconstruire, mais vous avez quand même des petits traits qui vont vous aider à replacer les trucs. Placement des joueurs et des monstres, je vous ai déjà parlé de ça dans la partie 2, avec les petites flèches, les petites étoiles jaunes pardon, et les ronds rouges. Ensuite, vous allez avoir un page to do dans le livret de scénario, ouais, donc il y aura des trucs à voir dans le livret de scénario, vous allez voir c'est assez premier degré. Déplacement interdit, les zones où les déplacements sont interdits sont symbolisées par des hexagones dont les traits sont légèrement effacés, vous ne pouvez vous y rendre. De même, il est interdit de pousser un ennemi ou un allié sur l'une de ces cases. Je ne peux pas jeter un mec dans la lave ou dans le vide, ou encore, je ne peux pas encore faire ça, ça arrivera peut-être un jour. On remercie Hateful Paper pour leur travail sur les maps, sont incroyables. Donc là, vous voyez bien que ici, vous pouvez vous déplacer, et là, c'est à peine visible. C'est quand même visible parce que de temps en temps, vous avez la possibilité de compter les cases quand même pour aller voir si une attaque à distance fonctionne. Il vous arrive d'avoir du non-déplacement, mais de pouvoir tirer au travers. Mais vous n'allez vraiment pas dessus. Les élévations, alors vous avez des flèches tac 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 qui sont représentées et qui vous permettent, une fois que vous avez passé cette flèche, si vous tirez sur quelqu'un qui est en dessous de cette flèche, donc qui ne l'a pas passé, vous avez plus 1 en portée. Pareil, c'est un peu trop compliqué, vous l'oubliez, utilisez pas les flèches. C'est un portée en plus, ça va pas changer le goût dans la soupe, toujours. Les franchissements. Représentant souvent des sauts, les franchissements indiquent des déplacements de plusieurs cases à effectuer en une seule fois. Certains franchissements sont à sens unique. Donc là, par exemple, on a un franchissement à sens unique. Vous devez posséder au moins autant de déplacements que la valeur indiquée sur la case de franchissement pour l'effectuer. Donc là, par exemple, il faut 2 pour sauter. Et ici, il faut 3. Vous voyez qu'en plus, il y a une flèche hein, qui indique qu'en plus de sauter, ici, on change de niveau. C'est pas toujours le cas. Je peux avoir des franchissements qui sont sur une zone assez plate. Hein. Ça peut être sur un pont qui est cassé, par exemple. Et ben, je ne change pas de niveau. Quand je saute, hein, j'arrive sur à peu près le même niveau d'élévation, mais de temps en temps, c'est une espèce de franchissement où je descends une petite colline ou quelque chose comme ça, et donc je change aussi de niveau. Si un allié ou un ennemi bloque la case d'arrivée d'un franchissement, déplacez-le d'une case lorsque vous utilisez ce franchissement. Donc s'il y a un mec qui s'amuse à se dire je vais rester là, comme ça vous êtes bloqué, vous pouvez lui sauter dessus, ça le tèche d'une case, et on ne peut pas s'empêcher de faire un franchissement. Les obstructions, donc ça c'est en gros les trucs qui permettent de vous planquer. Donc si c'est les petits pointillés comme ça, je suis planqué et les projectiles ne peuvent pas me traverser. On voit même d'ailleurs que je peux me mettre sur une case qui est ici, qui me met dans le cercle. Donc on peut considérer que le joueur se planque, en fait, il se sert du caillou pour se mettre un peu en protection. Les obstructions à élévation, donc là typiquement c'est pointillés tout serrés, vous avez que 2 maps qui ont ça, donc c'est toujours pareil, ça va, même si vous l'oubliez à un moment, c'est pas, voilà, qui sont indiqués en pointillés serrés lors d'un déplacement, donc on ne peut pas être traversé lors d'un déplacement, parce qu'effectivement là en fait si vous voulez il y a en bas, vous voyez le poteau et vous montez à l'échelle en fait, hein. Donc en fait l'idée c'est de dire que bien sûr vous ne pouvez pas vous déplacer de là. Vous pouvez pas aller de là à là, hein, vous êtes obligé de passer par la petite échelle. Et vous ne pouvez pas non plus tirer au travers, vous ne pouvez pas tirer d'en bas par là. Par contre, vous pouvez tirer de là-haut, parce que vous êtes vous en hauteur sur ceux du bas. Sachant que dans cette map-là, c'est plutôt l'inverse, c'est des arbalétriers qui vous éclatent la tronche, donc c'est à vous d'aller les chercher. Donc celui qui est surélevé, il peut tirer, celui qui est en bas ne peut pas tirer. Cette ligne continue plus épaisse du quadrillage ne peut être franchie, donc ça c'est les murs, hein, donc on voit de temps en temps il y a des endroits où il va y avoir des trucs un peu plus épais, ce sont des murs là typiquement je ne peux pas sauter, monter comme ça, je ne peux pas aller d'ici à ici directement, hein, bien sûr je suis obligé de faire le tour par le petit ponton, sinon aucun intérêt d'avoir des pontons. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout au niveau des particularités, vous voyez que c'est relativement simple, hein, il n'y a rien de très très chiadé, c'est je bloque, je saute, je monte de niveau.
et il y a des endroits où je peux pas aller. En gros, c'est à peu près ça. Ensuite, on a des variantes de jeu dans lesquelles je pense que vous allez vous amuser. Ça va être le fameux dé d'ailleurs, hein. Charlie la chocolaterie, ça c'est toujours d'actualité, mais tant qu'on n'a pas le chapitre 2, ça sert à rien de vous les embêter. Mais je les ai les dés d'ailleurs. Je sais pas trop où, mais quelque part je dois avoir les dés un peu cool. Où vous allez pouvoir, quand vous allez vous faire des parties, peut-être des combats dans votre coin, vous avez une variante intempérie qui vous permet de changer la manière dont vous jouez le jeu, sachant que nous, bien sûr, on s'en est servi dans le scénario si vous êtes en plein milieu de la neige, par exemple. Si vous ne déplacez pas d'au moins 3 cases à chaque tour, vous subissez affaiblissement 1. Donc vous êtes obligé de bouger, sinon vous caillez le fion, etc. etc. Le mode tir-ami activé, hein, qui est une horreur, mais une possibilité aussi, qui dit que toutes les attaques qui touchent tout le monde touchent aussi les alliés. Donc faites gaffe à ça, mais c'est un mode de jeu qui est drôle à jouer. Les points spécifiques, donc là c'est pareil, on va parler un petit peu de quelques points et après ça sera terminé. Les jetons, alors les jetons, pour ceux qui auraient des doutes sur l'utilisation des jetons, je sais même pas si la page est déjà faite ou s'il faut que je la fasse. Ouais, allô? Il me semble que c'est fait. Voilà, la page existe déjà, hein, donc vous pouvez cliquer dessus et on vous dit, bah voilà, jetons représentant les joueurs, jetons de l'effet appliqué par le couteau empoisonné. Donc si vous avez un doute, parce que moi j'ai pas envie de vous mettre ça sur le manuel, parce que ça va prendre 3 pages pour juste ça, c'est d'autant que la plupart sont quand même assez logiques, l'hémorragie, la brûlure, etc. Mais vous pouvez cliquer dessus si vous avez un doute, vous dites à quoi il sert ce jeton, typiquement lui là, par exemple, et c'est le jeton de la chamane de niveau 5, donc le ton spirituel. Donc, vous allez avoir l'information sur le site. L'assimilé, donc l'assimilé, après c'est des petits cas particuliers. L'assimilé, en fait, c'est un boss qui a plusieurs parties. Vous pouvez taper plusieurs parties, sa queue, sa langue, son machin. Par contre, si vous devez toucher tous les ennemis, eh bien l'assimilé est quand même un seul ennemi. Donc une compétence qui touche tous les ennemis ne touche pas toutes les parties, mais une seule partie. L'imprégné d'Ilus, où se trouvaient les monstres, voilà. Donc l'imprégné d'Ilus qui est un autre cas de qu'est-ce qui se passe quand j'ai 2 mecs sur une même case, hein, parce que lui elle fait disparaître des monstres de la réalité, mais qu'est-ce qui se passe quand ils reviennent? Eh bien ils reviennent là où ils étaient, donc ça pousse simplement le mec qui prenait la même case que là où ils étaient avant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le chasseur de l'ordre, purger l'hérésie. Ça c'est un petit truc qu'on vous a mis, par exemple quand on l'a fait tester il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris, on a beau essayer de le changer dans tous les sens, il y a toujours des gens qui nous posent des questions, donc comme ça c'est répondu. Sa compétence elle permet de partir, se donner à lui-même 2 tours supplémentaires et de donner à un autre monstre 2 tours supplémentaires. Donc en fait lui il joue 2 tours, l'autre il joue 2 tours, mais les gens avaient une tendance à dire bah, ils vont s'attaquer entre eux. En aucun cas on a dit que le chasseur de l'ordre et l'ennemi qu'il avait choisi étaient obligés de s'attaquer entre eux, mais les gens naturellement le pensent, donc voilà on vous le redit ici. Attention, vous n'êtes pas obligé de vous attaquer entre vous. Faites ce que vous voulez. Vous avez juste 2 tours de plus. Point. Traverser les murs. Lorsqu'un monstre ou un joueur est autorisé à traverser les murs, cela ne signifie pas qu'il a le droit de s'y arrêter. Vous ne pouvez terminer votre déplacement à l'intérieur d'un obstacle quel qu'il soit. Je ne m'arrête pas sur un caillou ou à l'intérieur d'une roche. Non, je traverse. Traverser, c'est pas je reste dessus. Et après, bon, il y aura des remerciements, des machins. Les remerciements, je vais quand même vous les faire un coup. Je remercie bien sûr Mako pour son travail de graphisme incroyable. Toujours Shredder Dima pour ses dessins qui sont affolants de réalisme et de style. Hateful Pepper qui sont des machines à faire des champs de bataille, c'est incroyable. Allez voir ce qu'ils font. Isley, merci pour nous avoir aidés au niveau des règles. Bien sûr, Sylvie et Marie pour la relecture. Tous ceux qui ont relu le manuel, vous êtes quasiment 50 à nous avoir fait des retours, merci. Merci à ceux qui ont fait la campagne de Kickstarter. Ensuite, il y a tous les membres de la communauté. J'en ai probablement oublié, mais Hermos, Alexandrine, notre Québécois d'amour BT, JB bien sûr, qui est de Épinal, Mike du Nord, Bouillon de Cube, Olivier C, Laurent B, les Melay, Nico, Fabien, Ernest et tous ces gens-là, et j'en oublie probablement. De toute façon, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Un jour, je pense que je ferai quelque chose pour tous vous recenser, mais voilà, là j'en ai probablement oublié, mais on vous aime, on sait que vous êtes là, on vous reconnaît, vous nous aidez chaque fois que vous parlez du jeu, c'est un plaisir. Vous vraiment nous permettez de grandir petit à petit et ça fait bien plaisir. Un merci à nos partenaires youtubeurs et boutiques qui sont chaque jour bien sûr plus nombreux. Un merci à nos amis, alors tous ceux qui sont avec nous et qui nous aident à tester les versions hasardeuses du jeu. Tonio, Nat, Coco, Isley, encore Micheline, Vincent, Gaëtan, Nico, voilà, vous êtes plein aussi. Et un dernier merci à toi, celui qui a regardé cette vidéo et qui un jour j'espère recevra le jeu. Et après on se fait de la pub, on vous parle de d'autres jeux et du bouquin qu'on a écrit. Donc ça c'est parce qu'il nous restait 2 pages à combler et qu'on avait envie aussi de vous montrer qu'on fait quand même d'autres trucs, il n'y a pas que l'ordre de Veillel dans notre vie.
On a fait le tour de cette superbe vidéo. Je vous reprends poup comme ça. Je vous dis merci parce qu'on est à je sais pas combien de temps, mais beaucoup, probablement 49 minutes, c'est n'importe quoi. Donc vous avez quasiment regardé 2 heures en tout si vous avez tout vu de ma tronche qui vous lit et vous explique comment le manuel fonctionne. Mais au moins, ça sera fait. Voilà. Donc merci à vous, des poutous, passez une excellente journée et un excellent week-end parce que c'est bientôt le week-end pour cette vidéo. Des poutous!